et à tous, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Donc déjà je voulais remercier tous ceux, les peu qui me regardent, hein, voilà. Donc heureusement que j'ai TikTok, ouais, non, parce qu'en ce moment, TikTok ça marche super bien. Donc je suis super contente. Donc là je vais essayer de voir dans peu de temps de faire un live. Je fais des milliers et des milliers de vues, j'ai... je pense presque 500 abonnés. Et non, je commence à faire vraiment ça marche. Non, au moins sur une plateforme, tu vois, que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, nous allons faire international. Nous allons parler un peu de tous les pays. Voilà. Au moins comme ça, c'est pas pour rien que ça s'appelle international, hein? Oui, donc avant de commencer, je voulais vous parler d'une chaîne que j'ai découverte, s'appelle Tev, ici Japon. Oh, comme je me fais des barres de rire. Et franchement, c'est super bien parce qu'il fait tous les pays, en fait. Parce que bon, je croyais que c'était que le Japon. Et en fait, non, il fait aussi le Japon. Non, il fait aussi les États-Unis, il fait la Chine. Franchement, c'est magnifique. Mon Dieu, même quand c'est vieux, abandonné et tout, c'est magnifique. Vous voyez, il y a une beauté dans le truc, c'est magnifique. Non, franchement, c'est vraiment beau. Alors, on va parler des Chinois, surtout l'Inde et le Pakistan, parce que du coup, j'ai pas trop compris. Les violences sexuelles pendant les guerres. Pour les brèves, j'ai Chine, John Bolton, donc Amérique, et on finira par deux trucs super rigolos, puisque le pape il est mort, vive le nouveau pape. Et après, vidéo finale, je ne l'ai pas. On commence par l'Inde et le Pakistan. Allez, on commence par l'Inde et le Pakistan. Reuters, la tension reste vive entre Inde et Pakistan, nouveau échange de tirs. Alors, je l'ai pris parce que ça, on va dire, c'est le synopsis d'un peu de ce qui s'est passé. Parce que du coup, voilà, moi j'ai pas trop suivi. Donc ça date de moment, 28 avril. Des échanges de tirs entre soldats indiens et pakistanais, ce sont de nouveaux produits dans la nuit de dimanche à lundi à la frontière entre les deux pays dans un climat de tension exacerbé depuis un attentat meurtrier au Cachemire indien le 22 avril. Pour la 4e nuit consécutive, l'Inde a annoncé avoir riposté à des tirs d'armes légères de la partie pakistanaise. Elle précise que l'incident n'a pas fait de blessés. L'armée pakistanaise a décliné tout commentaire. Ok. Les autorités indiennes accusent le Pakistan d'être derrière l'attaque contre des touristes qui a fait 26 morts, 25 Indiens et un ressortissant népalais, dans la région de Pahalgam, mardi dernier. Vous en avez entendu parler, vous? La police du Cachemire indien a diffusé la semaine dernière des avis de recherche pour 3 assaillants présumés impliqués dans l'attaque, dont 2 d'origine pakistanaise qui n'ont toujours pas été retrouvés. C'est par rapport au Cachemire ou ça n'a aucun rapport? Alors, New Delhi estime que des membres armés du Front de Résistance, une branche du groupe islamiste Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan, sont à l'origine de cet attentat qui avive le risque d'escalade entre les deux puissances nucléaires. Au lendemain de l'attaque, l'Inde a pris une série de sanctions contre le Pakistan issues de la partition de 1947. Vous voyez que je vous disais qu'ils ont profité de la guerre, que les gens ils en pouvaient plus pour faire ce qu'ils voulaient. De tous les pays en fait, ils se sont partagés les pays comme ils ont voulu en fait. Les deux nations qui se disputent la souveraineté du Cachemire se sont affrontées à 3 reprises en 47, en 65 et en 99. Ok. Le gouvernement indien a notamment décidé de suspendre le traité de l'Indus 1960 sur le partage des eaux entre les deux États, accusant Islamabad de soutenir le terrorisme transfrontalier. Et donc là, ça tombe très bien, parce que j'ai un article qui parle justement de ça. Il a en outre ordonné la fermeture du seul point de passage terrestre entre les deux pays au Pendjab, puis sommé les attachés de défense pakistanais de quitter le territoire indien et rappeler ses propres attachés de défense à Islamabad. Tous les visas accordés aux ressortissants pakistanais ont été annulés. En représailles, le Pakistan a fermé son espace aérien aux compagnies aériennes indiennes, dénonçant une guerre de l'eau. Et donc, heureusement que, tu vois, je suis là, mais c'est pas là, hein, c'est après. Là, j'en ai une autre. Le Monde, Inde-Pakistan, le premier ministre pakistanais estime que l'attaque de l'Inde est un échec. Nos ennemis pensaient nous attaquer dans l'obscurité en se cachant, mais ce fut un échec, a estimé le premier ministre pakistanais, Shehbaz. La fille essaye de prendre l'accent. Sharif, lors d'une session extraordinaire du Parlement mercredi après-midi. Les bombardements entre les deux pays ont fait au moins 31 morts côté pakistanais et 12 du côté indien. Ok, l'Inde et le Pakistan se sont violemment bombardés mercredi, faisant au moins 31 morts côté pakistanais et 12 côté indien, dans la confrontation militaire la plus grave entre les deux puissances. Le ministre de la Défense indien, Rajnath Singh, a répété mercredi que les frappes indiennes menées au Pakistan n'avaient visé que des camps terroristes.
soigneusement identifiés pour éviter la population des secteurs civils, ok. Présentés comme abritant des membres du groupe djihadiste auquel elle attribue la responsabilité de l'attentat. Ouais, ça c'est un peu chelou quand même. Comment tu sais que sous une hutte il y a ceux qui sont responsables de... Enfin bon, le gouvernement pakistanais a fait savoir que le président du Sénat, Youssouf Raza Gilani, a exhorté la communauté internationale à prendre acte des provocations de l'Inde et estime que le Pakistan est pleinement préparé à répondre à toute agression. Il a également condamné l'attaque lâche de l'Inde, la qualifiant d'acte honteux. Le ministre de la Santé pakistanais, Mustafa, bah là, on va tous les avoir, Mustafa Kamal a décrété l'état d'urgence dans tous les hôpitaux publics d'Islamabad et l'ensemble du personnel médical a reçu pour instruction de rester prêt à intervenir à tout moment. Non, c'est magnifique. Ah oui, non, d'accord, ok. Non, mort de rire, non, parce que du coup, je me suis dit, attends, tu sais, où est Charlie? Mais là, c'est trouver l'intrus, tu vois. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, tout juste élu, et le président Emmanuel Macron, réunis mercredi à Paris, ont souhaité la stabilité. C'est mort. On va avoir une guerre, hein. Si, alors, en plus, si c'est un Starmer, alors là, c'est foutu. Ah ouais, non, mais là, c'est foutu. Alors, le porte-parole de la Commission européenne. Oula. Alors, il y a Donald Trump, ok. Alors, pourquoi c'est un échec? Nos ennemis... Ah, d'accord. Bon, c'est un échec parce que c'est un échec. Voilà, il n'y a pas d'argumentation. Voilà, sur l'article, alors autant tout à l'heure, on ne savait pas pourquoi c'était quoi la guerre de l'eau. Tu vois, et là, autant, c'est un échec, mais on ne sait pas pourquoi. Tu vois, voilà. Peut-être qu'il a fait moins de morts que de l'autre côté. Je sais pas. Et donc là... Guerre Inde-Pakistan. Le premier ministre indien annonce que son pays va couper l'eau des fleuves qui irriguent le Pakistan. Pourquoi ils ont dit la guerre de l'eau? La dépêche. L'Inde a déclaré la guerre de l'eau au Pakistan en annonçant qu'elle allait couper l'eau des fleuves qui prennent leur source sur son territoire et irriguent le Pakistan en représailles à l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien. Ok. 2 fois il répète. Alors attendez, peut-être 3e paragraphe. Ah, voilà. Oui, ben là c'est pareil, mais formule autrement. Non, je vous jure. Alors attendez, on a le truc en fossé, d'accord, en gras. Les fleuves qui prennent leur source sur le territoire et irriguent le Pakistan. Ok, premier paragraphe en dessous. Le premier ministre indien anana que son pays allait couper l'eau des fleuves qui prennent leur source sur le territoire et irriguent en aval le Pakistan. Ok. 3e paragraphe. L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur. Elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays. Ah, c'est d'accord. Le traité que je vous parlais de 1960, c'est sa participation à un traité de partage des eaux. Voilà. Il nous l'a pas expliqué l'autre. En représailles. Voilà, tu vois. L'Inde a suspendu sa participation au traité de partage des eaux signé en 1960 avec le Pakistan en représailles à l'attentat des 26 morts du 22 avril. C'est une blague. Non, c'est une blague. Lire la suite. Non, sérieux, je vous jure. Ce mardi, le Pakistan a accusé l'Inde de modifier le débit du fleuve Chenab, l'un des 3 placés sous le contrôle d'Islamabad selon le traité de 1960. C'est une blague. Attendez, et l'autre? Après la décision indienne de suspendre unilatéralement le traité, le Pakistan a prévenu que toute tentative de perturber le débit de ces fleuves serait considérée... Non, c'est une blague. Le traité de 1960 par les 2 pays de l'indépendance, on s'en fout, partage le contrôle des bassins de 6 cours d'eau. Ah, là on va apprendre un truc. Non, mais attendez. Non, c'est rigolo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Au 7e paragraphe. Non, au 7e paragraphe. On va savoir en fait ce que c'est. Signé en 1960, le traité signé par les 2 pays nés de leur indépendance sur l'Empire britannique en 47 partage le contrôle du bassin de 6 cours d'eau du Cachemire et qui se rejoignent en aval pour grossir l'Indus sur le territoire pakistanais. À l'Inde, celui des 3 fleuves orientaux, Ravi, Beas et Sutlej. Au Pakistan, celui des 3 situés plus à l'ouest, Indus, Jhelum et Chenab, qui traversent la partie indienne du Cachemire, qui représentent à eux seuls 80% du volume total d'eau du bassin. Alors, le document accorde à New Delhi le droit d'utiliser les fleuves partagés pour ses barrages ou ses cultures, mais il lui interdit de détourner les cours d'eau ou d'altérer le volume d'eau en aval. Eh ben voilà, il va le faire. Non, mais il m'a fait rire. Non, mais je vous jure, non, mais la dépêche. Tout ça pour qu'il fasse 3 kilomètres le truc. Mais c'est toujours le même. À mon avis, c'est l'IA qui doit lui faire. C'est pas possible. Bon ben voilà, donc du coup, maintenant, on sait c'est quoi cette guerre qui se font entre l'Inde et le Pakistan. Je sais pas comment ils se sont démerdés pour se partager le monde comme ça. Et en fait, on dirait qu'ils ont tout fait
Vous voyez, par exemple, de mettre Israël en plein milieu de là où il fallait pas être. Là, le Cachemire, tu vois, de le couper en deux, ou je ne sais rien, le Donbass, le machin, ben ça c'est le mur de Berlin, ok, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, vous voyez, Géo, un cheval de Troie chinois. Donc tu vas me dire, t'es pas en science. Eh ben non, des cargos pleins de biens sous-évalués trompent les douanes américaines, embauchant alors. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine flambe, Donald Trump ayant porté les droits de douane sur... Oui, là, il va y aller pour essayer de négocier. Ouais, non, parce qu'il voit qu'il a fait de la merde. Eh ouais, non, c'est con, hein, tu vois. Vraiment, il en a des grosses, Xi Jinping, hein, je te le dis. En plus, il a l'air super sympathique. Moi, je l'avais confondu avec Kim Jong-un, tu vois. Eh ben non, en fait, lui, il est trop sympathique. Sur toutes ses photos, il a une bonne bouille, tu vois, comme on dit ici. Non, c'est vrai, il a une très bonne bouille, ce Certains exportateurs chinois ont trouvé la parade et proposent un tour de passe-passe aux entreprises américaines. Ben, c'est pas que... Enfin, surtout, je pense, c'est les entreprises américaines qui ont trouvé une tour de passe-passe pour pouvoir se servir en produits chinois. Tu vois, parce que je pense que les Chinois, bon, ça fout un peu, quoi, tu vois. Bon, n'empêche... Macron qui battait sur lui... Ah ouais, il te l'a coupé en deux. Il a dit, ouais, si on a gagné si vous avez gagné la guerre, enfin, si vous parlez pas allemand, hein, si vous parlez pas la langue de Merz, eh ben, en fait, c'est grâce à nous. Lui, il coupe, lui. Lui, c'est pire que la tronçonneuse. Ah ouais, non, lui, c'est pire que la tronçonneuse. Il te coupe même l'histoire. Alors, entre le 7 et le 9 avril, l'administration Trump a porté les tarifs douaniers contre la Chine à 104%. En retour, Pékin les a augmentés à 84% avant que Trump ne réponde en les faisant grimper à 145%. Le 11 avril, la Chine a imposé à son tour des droits de douane de 125%. Alors, selon les journalistes géopolitiques, Ben Norton, 17,1% des importations américaines viennent de Chine. Ah ouais, c'est quoi? Pendant les 11 premiers mois de 2024, les exportations chinoises vers les États-Unis ont représenté plus de 400 milliards de dollars, 386 milliards, oui, on s'en fout. Place à la Chine au deuxième rang des plus grands partenaires commerciaux du pays nord-américain. Ah ouais. Derrière le Mexique. Non, alors attendez, le titre c'était, on est ok, un cheval de Troie chinois, des cargos pleins de biens sous-évalués, trop ok. Dans l'article, ils en parlent pas. Non, non, je vous jure. Alors, voilà. Ah, c'est tout de fou! Oh, ils te font des articles, mais c'est des romans, c'est... Alors, le Financial Times a examiné des offres de fournisseurs chinois de produits chimiques et d'emballages destinés à de petites entreprises américaines, proposant des livraisons droit acquitté. Un processus connu sous le nom de DDP, Delivered Duty Paid, qui permet à l'exportateur de prendre en charge les droits de douane. Ce système permettrait aux exportateurs chinois de réduire drastiquement le coût des droits en sous-évaluant volontairement les marchandises expédiées ou en modifiant leur description pour réduire les taxes dues. Ah ouais, c'est sûr que là, tu peux pas contrôler tous les paquets, tu vois. Hein, t'imagines? Nous voyons de plus en plus d'usines en Chine proposer de payer les droits de douane pour les entreprises, puis leur vendre les marchandises aux États-Unis à des prix inférieurs à ce que les droits devrait normalement être. Eh ouais, ils sont pas cons ici, sinon moi je te le dis. Ah, ben là j'ai un peu mélangé. Bon, excusez-moi, hein, voilà. Le Figaro, l'Inde et le Royaume-Uni concluent un accord commercial majeur. Tu vois, ils signent des accords, mais ils nous demandent pas notre accord. L'autre, il va signer un traité, ouais, l'autre c'est Macron, il va signer un traité avec la Pologne pour dire que on peut utiliser l'arme nucléaire pour eux, en fait. Enfin, eux, ils se servent de notre arme nucléaire, d'après ce que j'ai compris, sans nous demander leur accord. Voilà. Bon, je te prête, d'accord. C'est qui le pays que tu comptes bombarder avec ma bombe nucléaire? Ben, c'est toi. C'est con, hein? L'Inde et le Royaume-Uni ont annoncé mardi la conclusion d'un accord libre-échange présenté par Londres. Et oui, c'est pour ça qu'ils se rapprochent de la Commission européenne, enfin de l'UE. Comme ça, on aura des produits indiens maintenant, des travailleurs immigrés indiens, tu vois. À l'issue des négociations relancées fin février avec les premières menaces commerciales. Ah oui, non, mais là, c'est un peu comme Covid, tu vois. Okay, qui a permis au Royaume-Uni de retrouver son autonomie commerciale. Tu signes un accord avec un pays, un accord commercial, pour retrouver ton autonomie commerciale. D'accord. Londres bénéficiera avec l'Inde d'un marché gigantesque de 1,4 milliard d'habitants. Ouais, bah après ça dépend. Oui, alors attends, je t'explique. Ouais, non, attends, je t'explique. 1,4 milliard d'habitants, dont la moitié est sous le seuil de pauvreté. Non, mais
l'Inde étant le pays le plus peuplé au monde. Elle est aussi amenée à devenir la 3e économie mondiale d'ici 3 ans. Les Britanniques ont d'ailleurs entamé à l'époque des discussions avec les États-Unis, leur 2e partenaire commercial, dans l'espoir de supprimer tout ou partie de ces taxes, 10% de taxes réciproques, 25% sur l'industrie automobile ou encore l'acier et l'aluminium. En cas de succès, il s'agirait cependant d'un accord de bien moindre ampleur que celui qu'ils rêvent de finaliser avec Washington depuis leur sortie de l'UE. Fera croître le commerce bilatéral de 25,5 milliards de livres, mais n'ajoutera que 4,8 de livres sterling au PIB britannique. Normalement, les 25,5, c'est compris dans le PIB britannique. Ils en ajoutera que 4,8. Presque 2 millions d'Indiens au Royaume-Uni, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Des générateurs et aussi des machines industrielles vers l'Inde, qui en retour expédient du pétrole raffiné, des vêtements ou des produits justement, les produits pharmaceutiques. J'en ai un que j'ai vu. C'est en Inde, en fait, ils te fabriquent du tramadol à 150, voire 200, et après ils les revendent en Afrique. Voilà, mais t'as pas le droit. L'accord prévoit que 85% des droits de douane indiens sur le Royaume-Uni seront réduits à 0 d'ici 10 ans. Ceux sur les automobiles britanniques passeront de plus 100% à 10%, jusqu'à un certain quota non précisé. Quant aux taxes sur le whisky et le gin, il y a beaucoup d'alcooliques alors au Royaume-Uni, hein, non, parce que je t'explique. Ou alors en Inde, eux boivent le whisky et le gin. Dernier point d'achoppement des discussions. Selon la presse britannique, elle sera réduite de 150 à 75, puis à 40% après 10 ans. Les consommateurs britanniques devraient, quant à eux, voir baisser les prix de certains vêtements, chaussures ou produits alimentaires, comme les crevettes surgelées. Eh ben, on repart sur de la Chine, hein, et sur des pépettes. Non, ça va, aujourd'hui, je suis potable. Je suis comme l'eau, je suis potable. Ah ouais, non, mais. L'internet. La Chine va nous en envoyer des millions de tonnes cette année. Pourquoi cet or liquide est-il si important? La Chine, premier exportateur mondial, se tourne vers l'Europe pour écouler ce produit courant. Cela tombe bien, les pays de l'UE en ont particulièrement besoin. Non, c'est magnifique. Je sais plus quoi dire. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'or liquide? C'est de l'huile. De l'huile, hein, pour faire les frites. Encore difficilement collecté, trié, recyclé. Ah ben, surtout que nous, on n'en a pas. Hein, tu vois, on est obligé d'amener celle de Chine. Précieux et convoité pour fabriquer les carburants verts du futur. Oh. La Chine, elle a bien compris, elle qui s'est hissée au rang de premier exportateur mondial de cet or liquide. Ah ouais, non. C'est fou comme, tu vois, il y avait une chaîne sur YouTube. Elle le faisait justement, peut-être j'ai pu retrouver cette chaîne. Et elle le faisait, vous savez, les graphiques, par exemple, du PIB. C'est des pays, alors par exemple les pays européens, les pays d'Amérique, tu vois, les pays d'Afrique et tout. Et c'était hallucinant comme tu voyais des pays monter, puis d'un coup redescendre, puis après remonter, et inversement tous les autres pays, tu vois. Face à ce coup dur, les négociants chinois n'ont pas le choix, ils doivent trouver de nouveaux débouchés pour écouler leurs stocks. Ceux-ci sont particulièrement importants. Ah oui, surtout qu'ils en font de la friture, hein. Près de 3 millions de tonnes ont été exportées l'an dernier pour une valeur de 2,64 milliards de dollars. Tu vois, c'est pour ça que les Chinois, ils peuvent pas, tu vois, leur économie d'un coup tomber. Parce qu'il faut tellement de trucs de fou, t'exporter de l'huile, de friture, que du coup, ils pourraient jamais vraiment retomber. Tu vois ce que je veux te dire? Bonne nouvelle pour l'Europe, c'est bien vers... je sais pas trop, hein. Qu'elle se tourne désormais. Alors, une partie de ces exportations sera redirigée vers l'UE. Ah bah oui. L'Europe pourrait même rapidement devenir la première destination d'au moins la moitié des exportations chinoises. Ah non, mais c'est bien. Et après, l'autre, il vient nous prendre la tête sur ces petits colis Amazon et je sais pas quoi. Enfin bon. Et ouais, les biocarburants pour verdir son transport aérien. Depuis cette année, les compagnies aériennes doivent incorporer au moins 2% de carburant durable. Un taux appelé à grimper jusqu'à 85% d'ici 2050. C'est mort. Les mecs, ils veulent rouler à l'huile. Non, c'est bien. Mais bon, je sais pas si les moteurs... À l'inverse, la France n'en récupérerait que 100 000 tonnes d'huile par an. Moins de 3 millions de tonnes d'huile sont récupérées chaque année en Chine. Eh ouais, c'est sûr. Bon ben voilà, c'est magnifique, hein. Ils ont trouvé encore quelque chose. Non, mais... j'en ai encore 2. Je vais me dépêcher. Et après, on passe au bref. Le monde, droit de douane. Apple s'attend à ce que la majorité des iPhones vendus aux États-Unis proviennent d'Inde. Eh ouais.
Les autres produits de la marque à la pomme, comme les iPads et Mac, seront fabriqués au Vietnam, ce qui permettra d'éviter les droits de douane. C'est pour ça que je vous dis, c'est que des... Ils vous prennent pour des cons, en vérité. De 145% appliqués par les États-Unis aux produits venus de Chine, selon... Alors, montres connectées ou AirPods auront, eux, pour origine le Vietnam. Ah bah oui. En plus, c'est là où je voulais aller, au Vietnam. Les ventes d'iPhone en hausse au premier trimestre. Je sais pas ce qu'il leur trouve à ce téléphone. Je ne peux pas me le voir. Alors, sur le plan géographique, les États-Unis ont montré de la vigueur, plus 8%, alors que l'Europe s'essoufflait. Vous voulez un petit Kleenex? Ah ouais, non mais... Et que la Chine se contractait à moins 2%. Ouais. Alors, attends. Alors, si tu as 2, moins 2, ça fait 0. Hein, on est OK. Jusque-là, on est bon. Mais si tu as 8 ou 9, si tu fais moins 2, ça va. Tu es encore bien. Alors, on va terminer avec celui-là, parce que celui-là, c'est quand même rare quand ils en parlent. 20 minutes. Ukraine, Syrie, Libye. Les violences sexuelles sur les hommes, une arme de guerre encore trop peu prise en compte. C'est-à-dire, c'est pas foufou. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 68% des victimes de violences sexuelles dans le conflit ukrainien sont des hommes. Et ouais, je pense pas que les Russes ils vont aller violer les femmes ukrainiennes. Et inversement proportionnel. Bon, mais ça n'existe pas. Donc, du coup, on parlera que dans un sens. Un phénomène encore trop peu documenté et pris en compte. Alors, l'essentiel, hein, parce que du coup, on va pas mettre 3 heures. Les violences sexuelles contre des prisonniers par des hommes sont répandues en temps de guerre et de conflits armés. Et ouais. En Ukraine, les hommes constituent même la majorité des victimes sexuelles par l'armée russe. Ça veut dire que les Ukrainiens non. Un crime qui vise à briser l'adversaire en lui retirant toute masculinité. Il se la retire aussi d'ailleurs. Et qui est encore trop peu pris en compte par la société. Crime de guerre. Ah ben dis ça aux Israéliens. C'est une arme d'humiliation massive. Les violences sexuelles exercées en temps de guerre sont considérées comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un acte susceptible de constituer un crime de génocide. Faut le dire aux Israéliens. Alors que la majorité des... Parce qu'eux, ils ont dit que ouais, c'était bon, on est ok, ouais, vous pouvez les violer, ouais. Ouais, vous pouvez les violer, non, ça va. C'est des animaux. Ben ouais, du coup, vous serez pas gays, vous serez zoophobes. Et voilà. C'est par exemple le cas en Russie et dans les zones occupées d'Ukraine où les soldats ukrainiens capturés sont des victimes de violences sexuelles telles que viols, des chocs électriques et des coups sur les parties génitales. Eh ben alors, je vais vous en raconter une vite fait. Peut-être ça va pas vous intéresser, mais peut-être que oui. Alors, ce qui parle, c'est la gégène, ce qu'on appelle la gégène. Et en fait, ça, on l'avait fait à mon oncle. Enfin, mon oncle est né en 1900. Hein. Et en fait, c'était en Espagne, sous Franco. Il avait été arrêté pour trafic. Ouais, non, dans la famille, on est un peu chelou. Et en fait, il lui avait fait la gégène. Et c'est pour ça qu'il était stérile, il pouvait pas... Enfin, stérile. En tout cas, il pouvait plus se reproduire. Donc, comme il avait des prostituées... non, je vous jure, c'est vrai. Comme il avait des prostituées, et qu'il y en avait une qui était tombée enceinte, du coup, il s'est mis avec elle, c'était une de ses préférées, il s'est mis avec elle, et du coup, il a adopté son fils. Voilà. Ouais, non, je vous dis, moi, j'ai une famille, elle est très chou. Ouais, bon, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, bon ben voilà, on finit sur une bonne note. Et bah du coup, on passe au bref. Alors, c'est la rigolote. Enfin, rigolote. Secret défense, Google Earth révèle que la flotte chinoise est beaucoup plus puissante que ce qu'on pensait avec cette base abritant 6 sous-marins nucléaires. Et ouais, c'est con, hein? Non, alors, par contre, je sais pas si vous avez vu, mais sur Google Earth, c'est dégueulasse. Vous vous rendez compte qu'on a juste une source pour, on va dire, savoir comment elle est la Terre. Du coup, il n'y a que Google Earth. Et en fait, quand vous cliquez dessus, selon les endroits, par exemple les déserts, les trucs comme ça, là, les trucs, par exemple la ceinture verte en Chine, les images, elles sont dégueulasses. Elles sont pas de la même couleur. Le pôle Nord, c'est le pire. Vous avez des endroits où il n'y a plus de glace, et d'un coup, vous avez un carré, il y a de la glace. Non, non, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils nous montrent. Je sais pas comment elle est la Terre, mais je pense pas qu'elle est comme ça. Ils se sont pas fait chier, hein, moi je vous le dis. Une base secrète. Ah bah, du coup, maintenant c'est mort. Chinoise abritant 6 sous-marins nucléaires découvertes via Google Earth. Oh, des images récentes. La Chine investit massivement dans des sous-marins nucléaires comme le prouve. Il y a 2 sous-marins de type 091, 2 de type 093A, et un sous-marin non identifié.
avec également le seul sous-marin balistique nucléaire de type 092 de la Chine, ouais. Non, tu crois que franchement, Google Earth, c'est bon. Non, parce qu'ils doivent en avoir des secrets, vraiment. Un autre sous-marin en cale sèche pourrait être en cours de démantèlement, hein, ou de construction, c'est comme on veut. Implication stratégique, ah bah ouais. Ah, bon déjà un sous-marin, normalement c'est sous l'eau, déjà à la base, hein. On est ok, donc je vois. Non, je vous mettrai la photo, je vais essayer d'agrandir sur chaque... Ok, on va appeler ça comme ça. Vous me direz si vous voyez comme lui. Voilà, hein, je peux pas faire mieux. Suite de ce que je vous ai lu des droits de douane, corriger les pratiques erronées, la Chine évalue une offre américaine pour engager des négociations et mettre fin à la guerre commerciale. Donc, la Chine évalue une offre, donc c'est toi le vendeur, un futur client te fait une offre, tu vois, et tu vois si c'est bon pour ton matos, tu vois, voilà. Donc, ça veut dire que la Chine est au-dessus des États-Unis. Hein, alors, entre ceux qu'on vous dit, ouais, Trump, machin, ouais, il a posé ses grains de raisin sur la table, ben écoute, lui, Xi Jinping, il a posé ses belles poires chinoises. Ah ouais, non mais. Allez, on continue. Le Monde, John Bolton, le terme de chaos est désormais utilisé pour décrire ce qui se passe à la tête du département de la défense américain, 2018 et 2019. Bon, déjà, le mec, il est resté qu'un an, ok, avant de rompre avec Donald Trump, ok. Ah oui, bah la désinvolture, et je vais te dire, il n'y a pas plus de désinvolte que lui, hein. Ah, voilà. Ah, d'accord. Alors, attendez. Une info. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, afin d'évoquer en mars des frappes alors imminentes visant des terroristes houthis au Yémen, lui a finalement coûté son poste. Ah, lui, c'est John Bolton. Non, parce que là, il parle de Waltz. Ah, ça veut dire que oui, il faut que dégager, quoi. Ils arrivent, ils repartent. Ouais, mais si chaque fois ils font de la merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'autres erreurs de jugement continuent d'être commises. Pete Hegseth, ah j'en ai parlé la dernière fois, le secrétaire à la Défense a constitué son propre groupe de discussion signal pour évoquer l'opération menée au Yémen avec, entre autres, des amis et des proches. Hegseth a aggravé son cas en installant un signal sur son ordinateur de bureau, démontrant par là qu'il n'avait tiré aucune leçon de l'erreur initiale de Waltz et de John Bolton, du coup. Bon ben voilà, bon je vais faire celui-là. En Israël, la grogne monte contre la guerre sans fin. Depuis plusieurs jours, Benjamin Netanyahou se met en scène sur les réseaux sociaux à défaut d'accorder des interviews. Le Premier ministre répond quotidiennement aux questions des internautes. Nous parlons de combats intenses pour atteindre les deux objectifs, vaincre et faire capituler les Palestiniens jusqu'au dernier et leur descendance jusqu'à plusieurs générations. Non, c'est pas vrai. Capituler le Hamas et la libération de tous nos otages. Ouais, non, là, c'est mort. Pourtant, on était bien partis à un moment donné, j'ai pas compris. Ouais, enfin, ils ont fait de la merde, d'accord, mais bon. Affirme-t-il à une question sur la nouvelle opération militaire. Pourtant, l'opinion publique n'est pas convaincue, selon un sondage, une majorité relative, oui, sur ces 100 personnes, de 46% des Israéliens s'opposent à l'expression de la guerre. Ça, c'est fait. On va faire la Russie. Ah. Bon, celle-là, elle est un peu plus longue, mais on va pas la faire. Branded. La Russie construit une nouvelle usine d'explosifs en Sibérie. La Russie construit une nouvelle usine d'explosifs en Sibérie afin d'augmenter la production d'obus d'artillerie et d'autres armes dans le cadre de sa guerre contre l'Ukraine. Selon Reuters, l'agrandissement de l'usine permettra à la Russie d'augmenter considérablement son approvisionnement en explosifs qui, selon les États-Unis, s'amenuisent. La Russie aurait été contrainte d'importer de grandes quantités d'obus d'artillerie de Corée du Nord en raison de l'insuffisance de ses stocks. La ligne de production est construite par l'entreprise publique russe de défense Sverdlov Plant, l'un des principaux producteurs d'explosifs. L'installation devrait produire suffisamment d'explosifs pour fournir 1,28 million d'obus. Je suis très expressive, hein, vous avez remarqué? 1,28 million d'obus d'artillerie à raison de 152 mm par obus. Oh bon. L'usine sera située près de Bisk, à quelques 1860 km à l'est de la capitale russe, et donc hors de portée de la plupart des drones d'attaque ukrainiens. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, ces Russes, c'est pas possible. Ah bah oui, c'est sûr, c'est pas les Européens. Alors, bon voilà, et on va terminer sur un truc un petit peu plus léger avant de passer sur la vidéo finale. Non, elle m'a fait rire. Alors, donc il y a eu l'élection du pape Léon XII, je crois, pardon, 14, et donc,
il y a eu le conclave. Non mais mort de rire. Marie-France, Léon XIV, élu pape, ce cardinal qui pensait que tout était gratuit pendant le conclave, choqué par sa facture après avoir vidé le minibar. Et là, un peu moins rigolo, mais bon, ça vous dit tout le sérieux de l'institution. Libération, succession du pape François, un cardinal italien condamné pour fraude renonce au conclave. Angelo Becciu, lors de la messe du dimanche des Rameaux, oui, oh, beaucoup t'attends. À défaut de vœux de pauvreté, il aura choisi la modestie. Condamné pour fraude financière au Vatican, le cardinal italien Angelo Becciu a annoncé ce mardi 29 avril qu'il renonçait à participer au conclave destiné à désigner le successeur. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein, je vois qu'on est toujours dans le haut du truc, hein. Mais je crois que pour de bon que c'est inversé. Avant, c'était ceux qui avaient des postes méritants, enfin, qui étaient haut placés, c'était des mecs méritants. D'accord, celui qui avait des décorations, c'était celui qui avait sauvé les gens, machin et tout. Et là, en fait, on se rend compte que vraiment, c'est inversé. C'est au plus tu fais de la merde, au plus tu montes au haut, en fait. Donc, vous voyez un peu Macron, hein, voilà. Donc, ben, j'ai fini pour international, enfin, en tout cas pour les articles. Et puis, on passe à la vidéo finale. J'étais dans ma chambre, là-bas où il n'y a pas de fenêtre, hein. Les fenêtres sont brisées à cause des bombes, donc vous entendez tout ce qui se passe dehors. Puis j'essaie de me reposer et j'entends un bébé hurler dehors. Et je dis à mon collègue, t'entends? Il me dit ouais. Et on se dit, bah, on va aller voir et on commence à vouloir sortir. Et puis là, les locaux nous arrêtent en disant, n'y allez surtout pas. Je dis, mais vous entendez pas? Ils disent, et puis là, il nous dit, suivez-moi et puis on monte sur le toit. Et il nous montre, et c'est un drone. Un drone qui va imiter le bruit d'un bébé pour que les gens sortent. C'est souvent des signatures thermiques. Le drone cherche des signatures thermiques, mais quand ils sont cachés dans ce qui ressemble à des débris et autres, ils sont peu visibles. Les gens se réunissent en train de chercher ce qui est un bébé en train de crier au secours, et puis là, il les abat. Ça, c'est une réalité que je me tue à dire et qui, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne choque pas les gens. C'est quand même un truc de dingue. Ou des bruits de chatons pour attirer les enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo incessante du docteur Abou Safia, le directeur de l'hôpital Kamel Redouane, le médecin en question. Lorsque l'armée est arrivée aux portes de l'hôpital, ils lui ont demandé d'évacuer. Il y avait 150 blessés graves. Donc il a dit, je ne peux pas les évacuer, car si on les fait sortir, ben, ils vont mourir, ils ont besoin de soins. Et ils lui ont dit, soit tu évacues l'hôpital, soit on tue ton fils. Il a choisi de préserver ses patients. Ils ont éliminé son fils devant lui d'une balle dans la tête. Bon ben écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait passer quand même un bon moment. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Ouais, non, je sais, des fois je pars. À me mettre un petit commentaire. Et ben, d'ici ma prochaine vidéo, donc du coup, science. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.